Créatif. Mon nom est Maude Franqueur, tel qu'elle mentionnait Jacques. C'est moi qui est votre conférencière ce matin pour cette 14e édition des Matins créatifs. C'est un peu surprenant. Moi et Jacques, on se connaît depuis la nuit des temps, dans un passé obscur au cégep. Donc, quand il est rentré dans ma vie dernièrement pour me dire « Hey Momo, j'ai un projet pour toi », ça l'a ramené certains souvenirs. Et là, il m'a dit « Écoute, j'aimerais ça que tu fasses partie, tu sois ma conférencière pour parler du temps. » Puis ça m'a encore plus shaké parce que j'ai vraiment une relation amour-haine avec le temps. Puis là, il m'a expliqué son projet, puis après peu de tergiversation, j'ai accepté son offre. Donc, me voici pour vous donner un peu mon vécu, ma façon personnelle de vivre et d'apprivoiser le temps. Donc, là, je vais y aller d'entrée de jeu. Le temps qui passe. Hein, on n'en cache pas. Donc, le temps qui passe, le temps, signe du temps, le temps des fêtes, le beau temps, le bon vieux temps, des expressions avec le temps, il y en a probablement autant qu'il y a d'années à cette planète. Celle qui, pour moi, est la plus proche de ma réalité, c'est définitivement celle qui dit que le temps, c'est relatif. Je vous donne un exemple fort simple. J'ai deux magnifiques filles de 13 et 15 ans. Clara et Frédéric, que j'interpelle souvent dans une journée ou dans une fin de semaine ou dans une soirée pour m'aider à faire plein de choses. Bien évidemment, leur réponse, elle est invariable, c'est toujours la même, c'est 30 secondes. Ça fait que 30 secondes, effectivement, ça veut dire beaucoup de choses dans la tête d'un enfant, j'ai compris. Donc, plus ça tend, plus ce que je leur demande est à leur avantage, plus le 30 secondes va tendre vers zéro. Puis c'est à mon avantage, bien là, ça va tendre vers l'infini. Donc, quand ça tend vers l'infini, ce qui arrive, c'est que c'est moi qui fais la job. Puis quand c'est quelque chose de chouette, bien là, ça prend une demi-seconde, puis flac, ça apparaît soudainement. Donc, voilà. Cette petite diapo-là, c'est une découverte que j'ai faite probablement un peu tard, mais que je vais vous transmettre ce matin, qui est la perception du temps pour chaque individu. Donc, j'ai compris ça un peu tard, mais maintenant, ça m'aide dans mes relations personnelles, professionnelles et sportives aussi. Chaque personne, quand on parle d'une seconde, en théorie, une seconde, ça a toujours la même valeur, le temps de dire 1001 et la seconde est écoulée. Cependant, il y a des gens pour qui une seconde, ça veut dire 1,5 secondes. Fait que, quand vous pensez aux gens autour de vous, que ce soit vos parents, tout ça, moi, je vais vous ramener à quelque chose de personnel, ma mère. Ma mère, quand je lui dis « Maman, je vais aller te chercher à midi », les chances que, quand j'arrive à midi pile, elle soit prête sont nulles. Parce que ma mère, la façon dont elle analyse le temps, c'est complètement différent de moi. Donc, pour elle, une seconde, c'est 1,5 secondes. Donc, chaque mesure de temps que je donne à ma mère, il faut que je l'adapte pour que, quand l'heure de rendez-vous est attendue, bien, on ait pu truquer le jeu un peu pour faire en sorte qu'elle soit prête à l'heure souhaitée. Mon père, c'est complètement le contraire. Mon père, c'est un 0,8. Lui, chaque seconde, ça vaut 0,8. Donc, il est toujours en avance. Si je dis à midi moins 10, il est sur le cadre de porte, puis il attend, il est prêt, comme un scout. Donc, les gens qui sont comme moi, dans le milieu, que tu dis midi, mais à midi, tu es là. Bien, avec les gens qui sont en bas de 1, ça va bien parce qu'on est à l'heure, on ne les perturbe pas trop, tandis que les gens qui sont plus grands que 1, bien, c'est un irritant. Donc, regardez autour de vous, vos amoureux, vos blondes, les gens pour qui vous travaillez, puis une fois que vous avez décodé de quel bord du 1 il se trouve, bien, vous êtes en mesure d'adapter ou d'adapter vous-même votre façon de voir le temps. Ceci étant dit, on s'entend qu'on parle du temps qui est relatif. Donc, 0,20 ans ou 0,18 ans, là, c'est des valeurs qui sont arbitraires. Le temps, on est invincible. Hein? On
Le temps ne nous atteint pas, on a la vie devant nous autres, on vit sur un fuseau horaire qui est différent du reste de l'humanité ou à peu près. Puis, quand vers le cégep et l'université, on choisit le métier vers lequel on veut aller, bien, le temps va prendre une dimension philosophique ou mathématique. Dans mon cas, j'ai fait un cours en ingénierie, je vous confirme que je suis du côté mathématique de l'équation. Donc, ma vie, c'est des mètres secondes, des kilomètres-heure, des minutes par kilomètre, des mètres par seconde carrée. Tout ce que je fais, des mégabits secondes, a une partie qui est liée au temps. Quand on me demande comment j'arrive à faire ce que je fais, quel est mon chaîne de prise de décision, c'est ça, 2 phases. La première phase, c'est shooter de tequila avec t'es pas game. Ça fait qu'on est dans une soirée, hey Momo, Ironman à Tremblant, pas game. Shooter de tequila. Regarde un peu sur Internet. Ah ben, game. Shooter de tequila, c'est réglé, la décision est prise et le fun commence. Le lendemain, quand on réalise l'ensemble de ce dont on s'est embarqué, la dimension prend une autre forme. Donc, le principe, c'est facile. C'est prendre de la tequila avec les bonnes ou les mauvaises personnes. C'est ça là. Là, une fois que c'est accepté tout ça, il faut que tu mettes de l'avant le projet dans lequel tu t'es embarqué. En 2005, mon premier shooter de tequila avec la mauvaise personne est arrivé, ou avec la bonne, c'est selon. Donc, on est dans un restaurant un soir. Hey, Momo, Kilimanjaro en 2006, ça te tente-tu? Kilimanjaro, c'est où, tu sais? Donc, effectivement, j'ai dit, mais oui, je suis game d'aller au Kilimanjaro. Donc, a commencé cette aventure en 2006 pour moi du Kilimanjaro. Puis, s'en est suivi, une fois que tu as la piqûre de ça, de ces aventures-là, puis de l'adrénaline et du côté humain, parce que vous me voyez, là, je suis zéro athlète. C'est pas en moi j'ai pas fait de sport depuis l'âge de 14 ans. Je lève pas de la fonte, je mange pas de protéines 3 fois par jour. Je suis du côté complètement à côté de ce qu'on voit traditionnellement dans ces compétitions sportives-là. Je suis quelqu'un qui recherche l'événement humain, l'aventure humaine derrière ces aventures-là. Donc, Kilimanjaro, ça a commencé par ça. Ensuite de ça, on est allé sur le Mont-Blanc, faire la Concagua 2 fois. Avant, c'est définitivement la préparation pour ces aventures-là. Donc, qu'est-ce que c'est quand on va faire une montagne le avant? Bien évidemment, c'est une ride chez Mec, où est-ce qu'on va rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On évacue le budget. Puis, après ça, on va monter les marches du Cap-Blanc. Je ne sais pas si parmi vous, ici, il y en a qui ont le bonheur fini de monter les 413 marches des escaliers du Cap-Blanc. Donc, c'est une très bonne préparation à tout événement, peu importe quel qu'il soit, que ce soit de la course, de la marche, de la montagne, les escaliers du Cap-Blanc. Puis si vous faites de la montagne avec un sac à dos sur le dos, avec des poches de sable, c'est parfait. Vous avez l'air un peu failé, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres que vous allez croiser en cours d'ascension, même genre de gens que vous. La dernière fois que j'y étais, il y avait une fille qui avait j'allais dire un Walkman, qui avait ses écouteurs avec son iPod, puis elle répétait ses leçons de japonais. Donc, je trouvais que l'exercice valait le message. On les voit d'ailleurs ici, les escaliers complètement à votre droite, un de ces matins où on est allé se préparer à. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça prend? C'est du temps, hein, que ce soit pour une course ou pour une ascension en montagne, ça prend le temps de la préparation. Tu ne peux pas arriver à ce genre d'événement-là non préparé. Donc, pour la montagne, c'est un peu plus facile dans le sens qu'une fois que tu es allé chez Mec, c'est réglé, puis après ça, tu montes les escaliers du Cap-Blanc. Pour des triathlons, de la course à pied, c'est un peu plus différent parce que tu as une séquence qui est très précise dans ton cheminement et tu dois apprendre à nager si, comme moi, vous ne le saviez pas quand vous avez décidé de vous engager. Et après ça, votre vie se transforme. Autant quand on a des bébés, on parle en semaines puis en mois.
Bien, quand on fait ce genre d'affaires-là, là, on commence à parler en minutes par kilomètre, en rotation par seconde, tout votre vocabulaire là, devient comme chamboulé, puis tout est vraiment lié au temps. Donc, le temps qu'on met pour ça, évidemment, il est important. J'essaie de le diluer ou d'amener mes filles avec moi dans mes aventures parce que sinon, j'empiète un peu sur le temps que j'ai avec elles, qui est quand même relativement petit, si on considère qu'elles ont des vies, elles aussi. Donc, j'essaie de les amener avec moi, nager ou courir ou tenir le chronomètre quand je fais mes intervalles. Quand je vous disais que le temps est relatif, quand on fait des intervalles de course, des fois, mon coach il me dit, là, tu vas aller courir, tu vas faire 30 secondes à 4 minutes 15 du kilomètre, puis après ça, tu vas faire 30 secondes à 3 minutes du kilomètre. Puis là, je vous jure que 30 secondes à 3 minutes du kilomètre, là, c'est pas pantoute pareil que 30 secondes à 4,15 minutes du kilomètre ou à 7,15. C'est que la souffrance que tu as, là, sur un 30 secondes est complètement différente, mais c'est le même 30 secondes. Le temps, il est le même. Tu souffres juste 3 fois plus, mais vraiment dans le même laps de temps. Donc ça, c'est le avant. Ça ici, là, cette photo-là, je l'aime particulièrement parce que c'est le matin de mon premier triathlon à vie. Je faisais ma SMAT à côté de la pancarte réservée aux athlètes. J'avais jamais nagé dans un lac avec un... C'était la première fois que je mettais mon saut. Puis, c'était très, très intimidant parce que tu es vraiment entouré de gens qui sont vraiment bons, puis leur saut leur fait vraiment bien. Puis de tout, tu l'as pas, tu sais. Fait que... Ce premier triathlon-là que j'ai fait, c'était 750 mètres à Lac-Beauport. J'ai fait les 100 premiers mètres comme il faut. Les 650 derniers, je les ai finis sur le dos parce que j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué. En sortant de là, je me suis dit, je suis dans le trouble parce que dans 2 semaines, c'est à Tremblant. Je faisais le triathlon à Tremblant. Il fallait que je dompte cette peur-là du lac, des Wawarons, du monstre du Loch Ness. Ils étaient tous là. Donc, je suis partie 3 jours avant le triathlon à Tremblant. Je suis allée m'installer dans une petite chambre à Tremblant. Puis, à tous les matins, j'allais sur le bord du lac méditer, nager pour me confronter ma peur. Puis, le jour du triathlon à Tremblant, pour maîtriser le rythme, garder le rythme, j'ai chanté pendant 1,9 km à la nage la chanson « Un cerf dans une grande maison ». À chaque coup de bras, je répétais ça dans ma tête. Tous les nageurs autour de moi, on entend Fait que ceci dit, j'ai appris le rythme de la nage comme ça. Donc, avant, c'est relatif. Pendant aussi. Quand on fait de la montagne, pendant, c'est long parce que dépendamment de l'expédition que vous faites, il y a des expéditions qui sont plus courtes. Celle du Kilimanjaro était plus courte, c'est 7-8 jours. Celle sur la Concagua est d'une durée de 19 jours. Donc, quand on part au niveau du sol, au niveau zéro, tout est le fun, l'air est bon, il y a des fleurs, il y a des arbres. Puis au fur et à mesure où on va grimper, bien, on perd les fleurs, on perd les arbres, on perd l'air. Puis on arrive dans des tas de cailloux où on réussit quand même à trouver ça intense et magnifique. Donc, quand on fait une montagne, le pendant, il dure 19 jours intensément. Quand on fait une course, ben, on sait au rythme auquel on court, on sait en combien de temps à peu près on va arriver à l'arrivée. La différence, c'est définitivement l'intensité sur une grande période versus l'intensité sur une petite période. Quand on fait des expéditions à très haute altitude, la Concagua, c'est une montagne qui est de 7000 mètres en Argentine. Donc, ici, c'est le camp de base, le camp à partir duquel on a les derniers moments de confort. Dans les tentes ici, bien, on a des petits réchauds, puis il y a même un accès Internet, croyez-le ou non. Et à partir du moment où on quitte ce camp-là, bien là, la connectivité avec la réalité diminue, puis le confort aussi. C'est un dernier moment, là, vous voyez, je suis même en train de me faire griller la couenne sur le bord de ma tente que j'ai appris à aimer en 19 jours. Il se passe plein de choses pendant ce genre d'ascension-là. La première ascension que j'ai faite en Aconcagua s'est soldée par un échec.
Le jour de l'ascension du sommet, j'étais en pleine forme, tout allait vraiment très bien. Il y avait une tempête de neige, comme je n'en ai jamais vu, croyez-le ou non. Et on part ce matin-là, puis ça fait 1h30 qu'on monte, puis là j'en ai ras le pompon. Et je demande au guide quelles sont les chances que le temps se claire. Il me dit c'est 50-50. J'ai décidé de prendre le 50, que ça ne se clairait pas, donc je suis redescendue au camp de base, au camp ici. Quand je suis arrivée, j'ai tout enlevé mon stock, je me suis couchée dans ma tente, puis quand je me suis réveillée vers 10h30, il y avait un soleil magnifique dehors. Puis j'étais enragée. C'est que là, je me rhabille, je me réglemente, mais tu ne te fais pas ça à la même vitesse. Là. Tu sais, c'est le fun de mettre des bottes ici, là, mais quand tu n'as pas d'air, il y a zéro plaisir. Mettre des culottes, il y a zéro plaisir. Et on est parti. Je suis allée chercher le guide, un des guides qui était au camp. J'ai dit, on monte. Il dit, non, on ne monte pas. Il y a une équipe qui est en train de monter. C'était cette chance-là, tu ne l'as pas pris, c'est terminé. Là, j'étais choquée contre moi parce que ce jour-là, j'avais tout ce que ça prenait pour y arriver. J'ai juste pris de mauvaises décisions. Puis c'était pas de la faute à personne, c'était ma faute à moi. Donc, j'ai traîné cet échec-là pendant presque 1 an et demi, jusqu'à je me retrouve d'autres amis qui m'aimaient pour dire ben, on retourne là-bas. Donc, je suis retournée à la Concagua pour refaire ce sommet-là, pour régler ça avec moi. Puis quand je vous dis ça, c'est pas à tout prix des sommets, c'est pas si ça allait mal, si physiquement je me serais sentie mal, je n'aurais pas poursuivi cette démarche-là. C'était pas à tout prix, je savais que j'étais capable de le faire, c'est pour ça que je voulais aller régler ça avec moi. Deuxième ascension sur la Concagua, tout va très bien, le matin du sommet, tout est sous contrôle, on part, on arrive, on commence cette ascension, il fait vraiment très, très beau. On arrive au sommet, on prend les photos. On est une équipe de 5 qui avons atteint le sommet ce matin-là. En redescendant, une des personnes avec qui on est fait le nerf optique a enflé, elle perd la vue. On est à 6952 mètres. Elle s'assoit sur ce qu'elle pensait être une roche, c'est un sac à dos. On est avec des crampons, des piolets. Le sac à dos glisse, chute de plusieurs centaines de mètres et pour une raison encore inconnue, elle s'est arrêtée en déboulant. Il n'y a rien qui aurait pu arrêter cette chute. Elle s'est arrêtée. Je ne sais pas encore pourquoi. Ce que ça a fait, bien évidemment, on se rend vers cette personne-là qui a perdu la vue, ne voit plus rien. Son manteau est explosé dans la chute et a accroché quelqu'un avec son crampon, son piolet. Là, on est une équipe qui est vraiment pris au dépourvu à une hauteur pas le fun pantoute. Donc, je prends avec moi cette amie, je l'attache à moi, puis on redescend, l'adrénaline qui sort des cheveux. Puis chaque pas qu'on fait vers le camp de base, je lui décris les cailloux sur lesquels elle va mettre ses pieds parce qu'elle ne voit pas. Elle est attachée après moi, donc on descend comme ça jusqu'au camp de base, qui devait prendre 3 heures de descente, a pris 6 heures. Les équipes sont venues nous rejoindre pour nous apporter de l'eau chaude et de l'eau chaude. Ça fait quand même la job, là, de l'eau chaude. Et on est redescendu sain et sauf, notre équipe, ce jour-là, au camp 3 de la Concagua. Donc, le pendant, vous comprenez qu'il a été très, 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 très intense ce jour-là. Quand l'adrénaline a débarqué, que tout le monde était sain et sauf, la relation ou la dimension a comme changé. C'est un moment, ça fait partie de l'intensité de ces voyages-là. On apprécie, sincèrement, là, je ne pensais jamais dire ça, puis en regardant mes photos, je me disais, crime, j'ai-tu hâte de remettre ma face dans une tente jaune? Oui. Ça a un certain charme, une tente jaune. Même quand il n'y a pas de toilette, même quand il n'y a pas de fleurs, même quand il n'y a rien, c'est un beau moment. Puis on est insouciant aussi, hein? On a toujours le cœur rempli d'espoir, puis de belles aventures, puis voilà. Donc ça ici, c'est ma face avant l'Ironman. J'étais vraiment insouciante. Je ne savais pas encore dans quoi j'allais m'embarquer. Puis vient le après. Le après aussi, le temps est relatif parce que
Je vous disais, une course, ça dure 1 heure, ça dure 5 heures, ça dure 8 heures. Une montagne, ça dure 8 jours, ça dure 19 jours, mais ce sont des trucs qu'on porte pour toujours après. Donc, ce sont des aventures qui portent bien plus loin que la durée de l'événement comme tel. La durée ou l'événement, même si c'est un prétexte, tout ce qu'on prend ou qu'on apporte après, c'est des choses qu'on ne pourra jamais quand on me dit combien de temps ça a pris faire le Ironman, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ce jour-là. J'étais là, j'avais fait ce qu'il fallait pour avoir le droit d'être sur la ligne de départ. Je ne cours pas vite, je vous le dis, là, si vous allez voir les temps sur Sportstat, là, je suis 0 vite, mais ce jour-là, j'étais là, j'étais prête, je l'ai faite à ma vitesse, puis ce moment-là, bien, personne peut me l'enlever. C'est ma réussite à moi, par rapport à moi. Je ne veux pas dépasser personne. De toute façon, je ne peux pas. Mais j'ai pas. Il y a des gens, il y a 2 types de gens dans ces événements-là. Tu as ceux qui font ça pour la performance. De toute évidence, je ne suis pas dans cette trait-là. Puis, tu as ceux qui font ça pour eux. Moi, ce jour-là, par rapport à moi, j'avais atteint puis réussi quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Ça fait que ça, ce que j'ai apporté avec moi, puis ce que j'apporte maintenant, c'est ça. Dans mes amis, maintenant, les gens qui ont vu qu'une fille comme moi était capable de faire des affaires de même, bien, vous seriez surpris de savoir qu'on va être une équipe de 16 l'année prochaine qui suivent avec moi. Donc, j'ai amené 16 personnes qui, il y a 1 an, ne croyaient pas que ça se pouvait. Bien, cette année, on va être sur la ligne de départ, les 16 amis, à faire le Ironman 73 Tremblant. Non. Tadam! Là, donc, le Ironman 73, ça va être la 4e fois cette année que je remets ma face sur la ligne de départ. Avec un gros défi pour 2016, le Ironman complet en Floride. Donc là, c'est un défi d'une autre dimension parce que c'est 2 fois. La distance, c'est 3,9 km de nage, 180 km de vélo, puis un marathon. J'ai jamais couru de marathon encore. Puis on nage dans l'océan. Donc là, il faut que je me trouve des amis en Floride pour Noël. En tout cas, il va falloir que je trouve un moyen de me rendre dans un océan d'ici ce temps-là. Ça fait que ce temps-là, ben voilà. C'est un peu le message que je voulais vous livrer ce matin. Le temps, c'est définitivement relatif. On le prend et on en fait ce qu'on veut avant, pendant, puis après. C'est à partir du moment où vous y croyez, puis que vous prenez de la bonne tequila, bien, tout est vraiment possible. Fait que voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude.